Salut, c'est Edouard et dans cette vidéo, je voulais partager avec vous mon avis sur une question qu'on m'a répétée. C'est simplement quelles sont les étapes dans la vente d'un bien immobilier en Suisse. Alors la première chose à savoir, c'est qu'en Suisse, on a énormément de chance parce qu'on a des actes qui sont très simples. On a des contrats qui prennent une dizaine de pages. Bon, ça peut aller plus haut en fonction du bien que vous achetez et puis de la situation que vous êtes. Mais globalement, c'est très simple, c'est très court et puis il y a un seul document à signer, ce qui n'est pas le cas partout ailleurs. Malgré la simplicité des actes en Suisse, j'ai quand même décidé de faire une petite liste. Donc il y a quelques points qui ne sont pas exhaustifs, mais qui pour moi sont assez pertinents avant de mettre son bien immobilier en vente. Et je pense que la première étape, c'est de demander une évaluation qui est complètement indépendante du vendeur qui va s'occuper de la vente, ça veut dire du courtier. Pourquoi? C'est parce qu'à mon avis, il y a deux types de courtiers. Le premier courtier, c'est celui qui a une commission qui est relativement faible et qui va faire une expertise, une estimation plutôt dans la fourchette basse du marché parce qu'il veut liquider rapidement la vente. Et puis le deuxième type de courtier, c'est celui qui a une commission qui est un peu plus élevée et du coup qui a comme stratégie plutôt de vous user avec le temps. C'est-à-dire qu'il va vous faire une évaluation un petit peu plus élevée et puis donc dans la fourchette haute du marché, il va laisser en vente l'immeuble pendant un certain temps et puis au bout d'un moment, il va revenir vers vous, il va vous dire « Vous voyez bien que c'est pas vendu, il y a un problème, il faut baisser le prix. » Vous allez baisser le prix, il va le vendre, il sera content, vous ne serez pas content. D'une fois que vous avez votre expertise qui est impartiale, vous avez fixé le prix, vous êtes très content avec ça, vous allez attaquer avec la considération de l'impact fiscal que vous avez lorsque vous allez vendre l'immeuble. Et ça, honnêtement, c'est un problème que j'ai eu en tant que courtier à maintes reprises. C'est-à-dire que personne ne pense vraiment à l'impact fiscal qu'aura la vente de l'immeuble jusqu'à ce qu'on arrive chez le notaire et puis que le notaire nous rend attentif sur le fait que, au final, vous n'avez pas pensé, mais il y a eu un changement de propriété à cette date-là, vous allez être imposé à ce taux-là et puis du coup, vous n'êtes plus si chaud que ça à vendre. Je dis ça parce que c'est une expérience que j'ai vécue à la vente d'un terrain. On a la propriétaire qui était propriétaire à deux personnes d'un même terrain. Ils ont décidé de séparer le terrain en deux. Ils ont fait un remaniement parcellaire, mais chacun était déjà propriétaire avant. Et puis c'était un héritage, donc ça datait depuis des dizaines d'années. Et puis elle avait fait ça en 2019. En 2022, elle a voulu vendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Aux yeux du fisc, elle était propriétaire à partir de 2019, même si elle était propriétaire du terrain global depuis bien avant. Donc elle a dû faire ce qu'on appelle un ruling fiscal. Donc ça, c'est très simple. Vous écrivez au fisc et puis vous demandez, vous expliquez la situation et vous négociez avec eux. C'est tout à fait faisable, mais il faut le faire avant de signer la vente. Donc dans l'imposition sur les gains immobiliers, vous avez plusieurs types d'impositions différentes en fonction des cantons. Si on parle du Valais, vous avez une tabelle et puis plus vous êtes longtemps propriétaire du bien immobilier et moins vous payez d'impôts. C'est des taux qui sont dégressifs en fonction de la durée de propriété. Maintenant, vous payez aussi moins d'impôts si vous êtes propriétaire à plusieurs parce que vous divisez le gain par le nombre de personnes et puis étant donné que les taux du gain immobilier sont séparés par tranches de 50 000 francs, vous êtes moins imposé si vous avez moins de gains, ce qui paraît parfaitement logique. On a d'ailleurs, si ça vous intéresse, une petite tabelle de simulateur de gain immobilier. Vous pouvez nous faire un petit email et on vous envoie ça avec plaisir. Ensuite, quand vous avez considéré l'impact fiscal qu'avait la vente et que vous êtes décidé à vendre, si vous décidez de passer par un courtier, ce que je recommande, vous devrez faire un choix. Je ne recommande surtout pas de passer par plusieurs courtiers ensemble, ce n'est que source de problèmes. Mais malheureusement, c'est pas facile de choisir son courtier. On va dire que c'est pas la concurrence qui manque. Malheureusement, c'est pas toujours le moins cher, le plus efficace. Donc ici, moi, j'ai deux méthodes qui fonctionnent plus ou moins pour challenger un petit peu le courtier. C'est premièrement, vous lui posez des questions sur les lois liées à l'immobilier, sur la fiscalité, on en a parlé tout à l'heure. Normalement, il doit pouvoir vous aider avec ça. Et puis, vous demandez aussi, vous vous assurez qu'il soit bien professionnel, donc qu'il soit formé, qu'il soit membre de l'USPI ou de la SFIT. Mais assurez-vous que ce soit vraiment un professionnel qui soit qualifié. Bon, admettons, vous avez trouvé la perle rare, vous devez préparer votre immeuble pour le mettre en vente. Quand je dis immeuble, ça peut être un appartement, une maison, peu importe. Si votre courtier n'est pas trop mauvais, normalement, il doit pouvoir vous donner quelques conseils pertinents pour la mise en vente de votre propriété. Maintenant, moi, j'ai vu, après une centaine de ventes, j'ai vu beaucoup trop de différences entre ce qui est rénové, ce qui est mal rénové, ce qui est bien rénové, ce qui est bien décoré, ce qui est mal décoré. Et malheureusement, je me suis confronté toujours à la même situation. C'est-à-dire, imaginons, nous sommes en 2015. Vous avez besoin de faire des rénovations, vous ne savez pas vraiment ce que vous devez faire ou pas. Vous hésitez un peu à trop investir parce que vous savez que dans les 5 à 10 ans, vous allez vendre l'immeuble. Donc, vous faites que la cuisine, vous faites une partie de la salle de bain, mais pas tout. Vous changez juste les murs, vous changez les tapisseries et vous repeignez avec de la peinture, dispersion normale, basique. Le problème avec ça, c'est que c'est à ce moment-là que vous devriez appeler un courtier pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire comme travaux. Si vous avez dans l'intention de vendre dans quelques années, il faut absolument vous faire guider parce que malheureusement, les goûts de chacun n'est pas les goûts du marché. Et ça, je me suis vraiment rendu compte le jour où j'ai commencé à acheter moi, à rénover et à revendre. Et là, je me suis vraiment rendu compte de qu'est-ce qui se passait dans la tête des gens quand ils visitaient, quoi. Donc normalement, si vous demandez un conseil à un courtier
qui est un bon courtier, il devrait vous recommander le 20% des travaux qui sont efficaces pour le 80% des gens. Donc ça veut dire que si, imaginons, vous cherchez un appartement, 2 chambres, standard, centre-ville, tout à fait basique, vous êtes prêt à faire des rénovations mais pas trop, vous visitez quelques appartements avec un courtier quelconque et puis vous visitez 2 appartements que vous retenez dans votre liste. Il y en a un qui a la cuisine qui est refaite, mais rien d'autre. Et il y en a un autre qui a la cuisine qui est refaite et puis qui a refait les peintures. La différence en termes de coût des rénovations, elle est microscopique, mais à vos yeux, quand vous sortez de la visite, l'appartement qui a la peinture qui est refaite vous paraîtra beaucoup plus irréprochable que l'autre appartement. Et à mes yeux, de mon expérience, la seule raison pour ça, c'est que quand vous visitez une propriété, vous avez quelques minutes de visite pour vous donner une idée de ce qu'elle vaut. Et donc le moindre défaut de peinture, même si c'est microscopique, même si ça coûte rien à réparer, vous paraîtra disproportionné. Bon, d'une fois que vous avez mis en vente, que vous avez trouvé un acheteur, vous vous êtes mis d'accord sur l'offre, vous devez fixer les conditions de la vente. Alors ensuite, c'est super simple, vous n'avez pas de compromis, de promesse, de réservation. Non, vous n'avez que l'acte de vente et puis c'est le seul document juridique qui est signé chez le notaire et qui fait foi et qui est définitif. Normalement, le super courtier que vous avez sélectionné avec soin au début des démarches peut s'occuper de toutes les démarches administratives avec le notaire qui sont plus ou moins conséquentes. Il doit aussi, s'il est mandaté par vous, pour vous, optimiser vos gains immobiliers. Ça veut dire que vous pouvez trouver des solutions, des astuces pour les optimiser un petit peu, comme par exemple le mobilier. Donc si vous vendez du mobilier avec votre appartement, votre maison, votre immeuble, vous pouvez l'inscrire dans l'acte et puis ces frais-là sont déductibles du gain immobilier. Donc ça ne comprend pas le gain immobilier étant donné que ce n'est pas un immeuble, mais un meuble. Et ensuite, le reste des conditions, c'est assez standard. La grosse question, c'est qui paye le contrôle OIBT. Ça coûte 300 francs, c'est un détail. Et puis ça, c'est souvent très vite réglé. Une fois que vous recevez le projet d'acte, vous pouvez le parcourir, donc vous le lisez et puis vous pouvez modifier les points qui n'iraient pas avec ce que vous attendiez ou ce que vous aviez organisé avec le courtier. Et puis, il va pouvoir aussi vous conseiller sur ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. À noter qu'il y a toujours une grosse question sur la garantie, l'article 199 du Code des obligations. On en parle énormément dans tous les actes et c'est toujours une question qui revient de l'acheteur et puis du vendeur. C'est-à-dire que d'une fois que vous vendez un bien immobilier ou vous achetez un bien immobilier qui a plus de 5 ans, vous n'avez plus aucune garantie sur quoi que ce soit dans l'immeuble, sauf sur les défauts qui sont cachés ou intentionnellement cachés. Les défauts intentionnellement cachés sont assez basiques. Ça veut dire que si par exemple ce mur-là était un mur extérieur et puis que j'avais un trou dans le mur et que je suis venu poser un tableau devant ce trou pour la visite, pour que l'acheteur ne voie pas qu'il y a un trou dans le mur, eh bien c'est un défaut intentionnellement caché. Et puis un défaut caché, c'est un défaut où l'acheteur pouvait vraisemblablement pas s'en rendre compte le jour de la visite. C'est par exemple si vous visitez une maison le 15 juillet, il n'y a pas de chauffage évidemment vu qu'on est en été qui fait 35 degrés. Vous achetez la maison et quelques mois plus tard, on arrive en novembre, il faut commencer à allumer le chauffage et le chauffage ne marche pas en fait depuis le mois de juin avant la visite. Donc là, c'est un défaut caché qui doit être réparé par le vendeur. D'une fois que tout ça est réglé, il ne vous reste plus qu'à signer, à encaisser l'argent. Donc l'argent arrive plus ou moins tard en fonction des cantons et en fonction des systèmes et des conditions qui sont écrites dans l'acte. Et enfin, il vous reste les derniers détails, mais qui ne sont pas très compliqués. C'est le changement de l'assurance, résiliation de l'assurance. Ça peut être une assurance privée, une assurance cantonale par contre pour certains cantons. Vous devez avertir l'administrateur de la copropriété s'il s'agit d'un immeuble. Et puis enfin, le distributeur d'électricité et multimédia qui doit savoir aussi qu'il y a un transfert de propriété. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça aura été utile pour vous. Et puis, je suis à dispo évidemment. N'hésitez pas à nous écrire un email si vous avez besoin de quoi que ce soit. À la prochaine. Ciao.